Ok les amis, bienvenue dans le journal du jour, la quotidienne. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Les contrats à terme, donc les négociations avant les heures d'ouverture du marché qui progressent en tout cas après le rallye d'hier là sur le Nasdaq, l'un des trois indices américains, l'indice technologique qui est le Nasdaq. Et donc il semblerait que les contrats à terme soient positifs aujourd'hui et donc que les actions vont continuer à monter. Là il y a un petit vent d'optimisme puisque les résultats, les derniers résultats ont été bons concernant l'inflation, tout ça. Et les marchés sont plutôt positifs. Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas que le Nasdaq, hein. Les trois indices américains en général suivent. Et le SP500 qui est l'indice standard mondial et le Dow Jones, le plus vieil indice américain, composé de 30 valeurs très anciennes, sont aussi à la hausse. Donc ça, c'est une bonne chose pour les marchés traditionnels en bourse. Donc le Nasdaq Composite, donc, et l'indice technologique américain, clôture en hausse de 2% lundi. Donc c'est énorme, hein, 2% pour un indice. Ça veut dire que les actions qui la composent ont certainement explosé en moyenne à plus, certaines à plus de 2%, certaines à moins, mais voilà, 2%, ça reste très élevé. Donc il y a des actions dans le Nasdaq, comme Nvidia qui a explosé de 6%, comme Apple qui ont été aux alentours des 3-4%. Donc c'est pas mal, ça progresse apparemment. Voilà, les actions qui terminent dans le vert lundi, tout ça. Il y a trop d'optimisme d'après certains acteurs du marché. Donc voilà, c'est pourquoi cet optimisme. Parce qu'il semblerait que, comme on a eu les chiffres de la croissance américaine ou de la consommation américaine, l'économie américaine se porte plutôt très bien et très solide. Et ça montre que on a une inflation qui descend et une économie américaine qui est plutôt solide. Alors que normalement, on devrait avoir une économie américaine qui tombe par terre. Et en fait, comme l'économie américaine est plutôt solide et que l'inflation baisse, ça montre que l'économie américaine ne va pas tomber en récession de manière morose. Et en fait, elle va être plutôt solide alors que l'inflation va tomber par terre. Ce qui fait que les investisseurs sont plutôt optimistes et vont chercher du risque, vont acheter des actions plutôt risquées de croissance comme les actions technologiques. Et c'est pour ça que l'indice, on va dire. Donc, il y a un vent d'optimisme sur les marchés traditionnels. On va surveiller tout ça de près. Donc voilà, Wall Street. Donc quand on parle de Wall Street, on parle des marchés américains. Wall Street, c'est à New York, vous voyez. Voilà, c'est la finance là-bas. Et donc les indices qui terminent en hausse malgré Boeing. Vous voyez. Donc l'action Boeing du constructeur d'aviation, là, Boeing. Vous savez, il y a deux grosses compagnies mondiales pour les vols. Il y a Boeing et Airbus. Boeing, c'est plutôt aux États-Unis, en Amérique du Nord, tout ça. Et Airbus, c'est plutôt européen. Ils se partagent globalement tous les avions que vous voyez dans le monde. C'est des modèles de soit Boeing, soit d'Airbus. Et ici, en fait, on a, dans un contexte plutôt optimiste, la progression du Dow Jones a été ralentie par Boeing. Donc, Boeing qui a plongé de 8%. Après, en fait, un incident survenu vendredi dernier. Donc là, on est mardi. Vendredi dernier, on a eu un incident sur un avion 737 MAX 9. Donc il y a un des modèles de Boeing de la compagnie Alaska Air. Donc on a une des compagnies qui possède un modèle Boeing, l'avion 737 MAX 9. Et donc il y a eu un accident dessus. Et donc ce nouveau déboire pour le monocouloir du constructeur américain, après 2 accidents meurtriers en 2019 qui avaient entraîné une longue immobilisation de l'ensemble de la flotte, ont poussé l'autorité américaine de l'aviation à ordonner une inspection donc sur ce 737 MAX 9. Et donc, Boeing qui en pâtit de tout ça, l'action en tout cas. Et voilà, et l'action qui a plongé suite à ces problèmes au niveau du modèle 737 MAX. Donc voilà, malgré, hormis Boeing, hormis l'action, tout est à la hausse. Et surtout, Nvidia, qui a fait un record, qui a explosé. Et donc, Nvidia et AMD, qui vendent des GPU pour l'entraînement d'IA ou pour les jeux vidéo, tout ça, qui s'envolent grâce aux prévisions de nouvelles puces et au lancement de nouveaux produits. Donc voilà, ces actions ont explosé hier. Et donc voilà, Nvidia et AMD en tête des actions avec plus 5%, quasiment plus 6% de hausse. Vous voyez, c'est énorme. Hein. Énorme, énorme. Donc entre-temps, les actions d'AMD ont connu une hausse de plus de 6%. Vous voyez. Donc ils vont vendre des nouveaux GPU, des nouveaux produits, tout ça. Et on sait que l'intelligence artificielle va passer par les GPU.
les GPU qui entraînent les modèles de langage, qui entraînent et qui aident l'intelligence artificielle à être plus intelligente, tout ça, grâce à la puissance de calcul. Et donc, Nvidia va en bénéficier. Nvidia qui est le grand leader. Hein. AMD qui suit, mais Nvidia, c'est Nvidia qui emmène le marché de l'intelligence artificielle à la hausse. Donc ça, c'est une très bonne hausse. Et c'est ça qui a emmené toutes les actions technologiques à la hausse hier. Donc ça, c'est une très bonne chose. Là, on a un analyse de haut niveau hein, de chez Goldman Sachs qui affirme que le monde entre dans un nouveau super cycle, justement. Et justement, grâce à quoi? Donc là, on parle, c'est l'économie mondiale, l'économie mondiale entre dans un nouveau cycle différent, a déclaré donc Peter Oppenheimer, donc responsable de la recherche macroéconomique en Europe, chez Goldman Sachs. Donc Goldman Sachs est une prestigieuse banque américaine. Et là, Peter qui dit que l'intelligence artificielle et la décarbonisation sont deux facteurs clés. Vous voyez et donc, il dit qu'on va rentrer dans une sorte de nouveau paradigme pour les marchés. Et là, il parle surtout hein, de l'intelligence artificielle. Hein. C'est là où il souligne ça. Donc, c'est cette personne-là, Peter. Et donc, il parle de l'IA qui est encore à ses débuts, tout ça. Le sujet brûlant de l'IA et tout. Donc, grâce à l'IA, en fait, il parle d'un nouveau super cycle. On va voir ce qu'il en est. Donc voilà, nous on a aussi la cryptographie, hein. Pour moi les crypto-monnaies, tout ça, mais il ne faut pas oublier l'IA qui va être un des plus gros narratifs. Donc il faut étudier tout ça, il faut faire la lecture et viser et voir voilà la tendance, les tendances, tout ça, pour voir où est-ce qu'on se dirige. Il n'y a pas que les cryptos, hein. Il n'y a pas que la cryptographie, certes, on démarre un nouveau cycle en crypto de bull run, donc la croissance va être forte pour les cryptos, tout ça, mais il y a de l'argent à se faire autre part, même sur les marchés traditionnels avec l'IA, tout ça. Donc, voilà, Goldman Sachs, donc, un des membres de Goldman Sachs, croit à un nouveau super cycle. Donc, on va voir. Mais en tout cas, les temps changent et il faut s'adapter. Il faut faire de la lecture, il faut essayer de s'informer. Donc là, on parle de 8 actions de puces qui bénéficieront justement de l'IA. Donc, les actions de semi-conducteurs, d'après Citi, la Citibank, qui est une autre grande banque qui fait une analyse et qui parle des actions. Et donc, selon Citi, on aurait, SK Inix et Micron devraient tous deux bénéficier hein, de la croissance. Donc voilà. Et donc on aurait d'autres entreprises comme Samsung Electronics. D'ailleurs, il y a une grosse actualité sur Samsung qui plonge en bourse. Voilà, vous avez Nextine, Dell, B Semiconductor, Advanced, Applied Material. Donc plusieurs actions. Après, comme je vous ai dit, il faut toujours viser, opérer, on va dire, en termes de valeur apportée. Et il faut se poser la question, est-ce que ces entreprises à citer, Samsung, Nextine, voilà, Micron, apportent plus de valeur que par exemple Nvidia ou Microsoft à l'échelle mondiale? Si la réponse est non, il ne faut pas investir sur ces actions. C'est simple, la bourse. Il faut raisonner en termes de valeur apportée. Est-ce que l'entreprise va vous apporter de la valeur à l'échelle mondiale, tout ça? Et moi, ma réponse, elle est simple. Là. Ici, je ne pense pas que ces entreprises-là, là, citées, vont apporter plus de valeur que Nvidia ou Microsoft, par exemple. Et donc, voilà, je préfère, moi, investir sur Nvidia et Microsoft, qui sont des entreprises de ce qu'on appelle les 7 magnifiques, les 7 grosses entreprises mondiales. Et pour moi, elles vont apporter toujours plus de valeur que ces entreprises-là. Et donc, je n'investirai pas, moi, sur SK Hynix, Micron ou Samsung, parce qu'elles apportent pour moi moins de valeur que Nvidia ou Microsoft, qui aident plus la communauté mondiale avec leurs produits. Donc voilà comment je raisonne, moi. Et pour moi, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc voilà pour les marchés américains. N'oublions pas qu'il faut regarder le crédit à la consommation total dépasse les 5 000 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire. Donc félicitations à tous, nous l'avons fait. Donc voilà, ça c'est les crédits à consommation total, hein, mondial on va dire. Donc les gens empruntent, qui font crédit à la consommation pour dépenser. Donc ça c'est plutôt en Amérique du Nord ou dans le milieu anglophone que ça consomme beaucoup à crédit. En Europe, en France, on n'est pas trop dans ça, quoique ça arrive de plus en plus. Que, on est en train de copier un peu le modèle américain, en tout cas sur les retraites, les choses comme ça. Et vous voyez que la pente, elle est verticale. Hein. Vous voyez ici, là. Donc, on va consommer de plus en plus, voilà, à crédit. Et c'est pour ça
que les taux d'intérêt sont très importants. Ce qui se passe là, les taux d'intérêt pour baisser l'inflation, ça va avoir une importance de plus en plus forte, même dans les années à venir. Parce que, en fait, c'est ça qui jugule les crédits, tout ça, les prêts et tout ça. Donc, vous voyez que les gens consomment de plus en plus à crédit, hein. C'est un fait. Et donc, voilà. Maintenant, on passe sur les marchés européens. On reste toujours en Occident, mais là, les marchés européens, ils baissent. Et donc, les marchés européens qui sont dans un autre contexte, toujours le même contexte de baisser l'inflation, tout ça, mais eux, ils ont un sacré problème avec les conflits qui règnent autour d'eux et les prix qui repartent à la hausse. Contrairement aux États-Unis, ça continue à baisser. En Europe, les prix de l'énergie mettent une grosse pression sur les prix généraux et l'inflation. Et donc, on a vu l'inflation française repartir à la hausse. Et voilà, l'inflation est très persistante en Europe. Ce qui va pousser l'Europe à soit peut-être encore réaugmenter les taux, ou soit à les maintenir encore plus élevés, encore plus longtemps. Et bah ça impacte directement les marchés. Et donc, vous avez les marchés européens qui baissent ici. Et donc, voilà, regardez, même la production, par exemple, industrielle, recule de façon inattendue. Donc, l'Allemagne est la seule économie déjà en récession. Donc, l'Allemagne, ça se passe très mal pour eux. Ils sont en récession, donc 2 trimestres d'affilée de leur PIB qui est négatif. Donc, c'est ça, une récession. Et là, voilà, la production industrielle qui n'arrange pas les choses, qui recule encore de façon inattendue en novembre. Donc, l'Allemagne, c'est très difficile. Vous voyez ? Et donc, voilà, hein, l'Europe est en souffrance. C'est pas bon du tout pour l'Europe. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, pour vous annoncer. Mais l'Europe va continuer son déclin, bien plus fort qu'aux États-Unis. Donc, l'Europe, là, avec les politiques menées, voilà, les gens qui sont à nos têtes. Et vous allez voir l'actualité du jour, incroyable. Un ministre français qui est très jeune, qui devient ministre. C'est pas bon du tout, hein, ça. Et donc, voilà, hein, ça va continuer à amorcer le déclin. Surtout que l'Europe et l'euro qui est pas bon. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, j'avais montré les faits. Pourquoi c'est l'euro qui détruit le pouvoir d'achat français. On a vu que les pays qui ont la meilleure qualité de vie en Europe ont tous refusé l'euro. La Norvège, voilà, la Suisse, tout ça. Et donc, voilà. Et voilà, les bourses européennes, donc, par contre, aujourd'hui, attendues en hausse, dans un contexte d'attentisme. Ça observe tout ça. Aujourd'hui, on devrait repartir à la hausse sur le marché européen, mais globalement, on est dans une situation assez difficile, on va dire. Donc, on verra le CAC 40 qui démarre prudemment une semaine à haut risque. Voilà. Et Airbus qui se démarque, par contre. Donc, les déboires de Boeing, le constructeur d'aviation américain, qui chute, bah, ça fait les affaires de son rival en Europe, Airbus. Donc, parce que les commandes vont se délester de Boeing pour aller acheter plutôt des modèles d'Airbus. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, le CAC 40, il reste prudent. Dans un contexte où la semaine va être difficile, avec des résultats, des choses comme ça. Donc, on va voir. On aura des chiffres d'inflation et tout ça. Et donc, tout ça, de manière générale, vous savez, derrière tout ça, c'est la guerre de la monnaie. C'est ça qui fait la force d'un peuple, nation, c'est sa monnaie. Et là, l'euro USD qui démarre une semaine cruciale, en baisse, vous voyez. Mais la tendance reste positive. On va voir ça. Globalement, le dollar est en train de chuter maintenant. L'inflation est descendue, et voilà. Mais l'euro qui chute encore plus. Et l'euro, faut savoir que ça a marqué, c'est historiquement bas face au franc suisse. Vous voyez, l'euro qui sombre face à tout, face au dollar, face au franc, face à la majorité des devises dans le monde. Donc, ça, les conséquences derrière de ça, c'est quoi? C'est que la population européenne s'appauvrit face à la population mondiale, extérieure, les Suisses et autres. Vous voyez? Donc ça, c'est pas bon. On s'appauvrit de plus en plus en Europe. Et derrière, c'est une guerre de la monnaie. Hein. Passe là le contexte économique, c'est une guerre de la monnaie. Donc voilà, et regardez, pour rester en Europe, en France, donc Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre française, qui a démissionné. Donc avec un bilan de 23 recours au 49.3. Elle a utilisé 23 fois le 49.3. Donc c'est une sorte de passage en force. C'est un article qui permet au gouvernement de passer les lois en force. Donc elle a usé 49.3. Ce qui montre qu'on n'est plus en démocratie. Il n'y a plus de référendum d'initiative populaire. En fait, voilà, des soumissions pour le peuple, pour que le peuple décide. Ça n'existe plus en France. Et même en Europe de manière générale. Voilà, maintenant c'est eux qui décident. Le gouvernement a été élu de manière très, très, vicieuse, on va dire, parce que c'est les médias qui contrôlent l'information, qui mettent en avant, voilà, et
nous labourent de vieux sondages erronés, tout ça, et qui nous font croire, voilà, et qui nous mettent, en fait, qui nous proposent que peu de choix dans les élections. Ils font en sorte de mettre ceux qui veulent élire face à un gouvernement extrémiste, en l'occurrence l'extrême droite. Ça fait 8 fois d'affilée, peut-être la famille Le Pen, en fait, face au gouvernement qu'ils veulent mettre en place. Et donc, à chaque fois, ça passe puisque on dit que le gouvernement d'extrême droite, c'est la catastrophe. Voilà, ils vont virer tout le monde, tous les étrangers, tout ça. Voilà, ça va être critique. Et voilà, et à chaque fois, le gouvernement est élu comme ça, avec le pouvoir des médias qui les soutiennent, tout ça. Et donc, voilà. Et ça fait qu'on a des politiciens qui sont même pas compétents et qui font complètement chuter voilà, la France. Donc, le pouvoir d'achat qui chute et tout ça. Et donc, elle a renoncé. Elle a démissionné parce que de toute façon, c'était un poste bien trop difficile pour elle. On le voyait, hein. Elle n'est pas faite pour ça. Et donc, Gabriel Attal, qui était donc en pole position, mais les rumeurs disent que Bruno Le Maire ne serait pas très chaud. Bon, en tout cas, ils choisissent un nouveau chef. Et pour le coup, alerte info, ça vient de sortir il y a quelques heures, enfin, il y a quelques minutes. Gabriel Attal est nommé à Matignon et donc devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, selon des sources du camp présidentiel. Donc, une sorte d'un gamin, quasiment 34 ans seulement. Donc, assez incroyable. Gabriel Attal, 34 ans, remplace Elisabeth Borne et devient Premier ministre. Donc, vous voyez, maintenant, pour être à ce niveau-là de la République, il n'y a plus besoin de forcément être apparemment très expérimenté, d'avoir des années de pouvoir, des choses comme ça. Ces gens-là, là, Gabriel Attal, Macron, Bruno Le Maire, ne sont là que pour leur carrière. Ils n'en ont rien à faire de la France, des choses comme ça. Ils sont là pour leur poire. Maintenant, voilà comment fonctionne l'ère de maintenant. Ces gens-là, voilà. Et lui, en fait, simplement, le gouvernement a nommé quelqu'un qui est capable d'endurer, qui est capable voilà, hein, de passer des choses à l'encontre des Français et d'assumer ces choses-là. En gros, c'est ce qu'ils ont choisi. Et apparemment, ils n'avaient rien de mieux à mettre que Gabriel Attal. Vous voyez? Et regardez, il fait même la une de la CNBC. Hein, vous voyez? Donc ça vient de sortir il y a quelques minutes, donc le 9 janvier. Voilà. Gabriel Attal donc, devient le plus jeune Premier ministre français de l'histoire. Donc la une de CNBC, qui est le plus gros site de finance, hein, la plus grande chaîne aussi mondiale de finance. Vous voyez? Donc le plus jeune, hein, c'est incroyable. On va voir. Mais ça, de toute façon, il est incompétent, comme tout le reste du gouvernement Macron. Et donc, c'est pas... Voilà, je pense que c'est pas pour améliorer les choses en France, on va dire. Donc voilà, hein, et n'oubliez pas, hein, Macron fait de la France une pétaudière. Ça, c'est François Asselineau, qui, pour le coup, François Asselineau, voilà un homme aguerri et compétent au poste de président de la République. Et malheureusement, avec ce système, voilà, les médias, des choses comme ça, il a que trop peu de temps de parole. Il a 0,1% de passage dans les antennes. Il n'est pas connu. Et donc lui, il connaît tous les articles. C'est un homme expérimenté, à la soixantaine. Voilà. Un homme de valeur qui devrait être président français. Et là, on retrouverait voilà, la France qu'on voudrait. Mais voilà, malheureusement, il a très peu de visibilité. Et il fait très peu de vues. Enfin, il fait plusieurs milliers de vues sur sa chaîne YouTube et tout comme ça. Mais à l'échelle nationale, c'est très peu. En fait. Et voilà, il est sous contrôle. Si jamais il ferait plus de vues, il serait immédiatement censuré, des choses comme ça. Malheureusement, voilà comment l'ère d'aujourd'hui. Voilà là où on en est. Et voilà. Nos hommes très compétents sont très peu visibles et sont très censurés, malheureusement. Et donc, voilà, Macron qui fait de la France une pétaudière. Donc, il a viré Borne après 23 recours au 49.3, mais Richard Ferrand a refusé de lui succéder. Darmanin, Le Maire mettent leur veto à Attal et le cornu Attal veulent la place. Donc, tous les gens incompétents veulent la place et Darmanin et Le Maire ne voulaient pas de Attal. Malgré cela, Attal, à faute d'avoir d'autres, on va dire, personnes qualifiées, a été nommé. Donc, voilà où on en est en France, catastrophique. Ici, on a apparemment enfin une bonne idée de Bruno Le Maire, qui est une catastrophe. Hein. C'est le ministre des Finances, mais il fait n'importe quoi. Voilà. Il a dit qu'il ferait tomber l'économie russe. Voilà. Il a promis qu'ils n'augmenteraient pas les impôts, tout ça. Bon, tout le contraire s'est passé. L'économie russe se porte très bien. Voilà. Et tout a explosé.
alors qu'il avait promis le contraire. Donc c'est une catastrophe, hein, très incompétent. Mais bon, là, il semblerait qu'il ait eu une bonne idée. Le gel des avoirs des trafiquants de stupéfiants donc, entrera dans la loi en décembre 2024. Donc à la fin de l'année 2024, le ministre de l'économie cherche à faire au minimum 12 milliards d'euros d'économies en 2025. Donc, prochaine étape, donc la confiscation des avoirs. Donc on verra. Ça va de mieux en mieux en France, hein, on va voir. Je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais bon. En tout cas, un petit jeu là, si vous voulez, en commentaire, vous pourrez marquer la suite. En commentaire en bas là. Complétez ce tweet. Voilà un petit jeu entre nous, si vous voulez, pour terminer cette merveilleuse journée. Donc, c'était un peu la journée d'hier. Le Bitcoin qui s'envole. Elisabeth Borne qui démissionne. Et voilà, la suite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à tout ça dans ces belles journées qu'on a en ce moment. À vous de le marquer en commentaire si vous voulez, pour montrer que vous avez au moins suivi au moins jusqu'à maintenant. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, très bonne journée. Hein. Elisabeth Borne qui démissionne, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Le Bitcoin qui s'envole, c'est une bonne nouvelle. Complétez ça par une autre chose. Une crypto à vous préférée qui explose ou d'autres choses. Vous me direz en tout cas. Et sinon, bah, les Français changent leurs habitudes hein, dans l'immobilier. Bien sûr, dans les grosses villes, ça devient trop cher. Donc, la demande s'est déplacée hors des villes de France, des centres-villes. En fait, pour rejoindre les périphériques des villes moyennes de France. Vous voyez, donc, 95% des villes d'Île-de-France ont vu le prix de l'ancien baisser. Donc, en Île-de-France, ça se déleste, on va dire. Et 48% des villes des provinces sont en hausse. Donc, les Français vont voir ailleurs, dans les provinces, des choses comme ça, pour acheter de l'immobilier. Puisque dans les grandes villes et dans les centres-villes, c'est devenu trop cher. Ça, c'était pas une surprise. Et donc, voilà, il faut bouger maintenant pour acheter de l'immobilier. Donc, voilà. Maintenant, on part en Asie, pour les marchés. Et ensuite, on va s'attaquer aux cryptos. Donc, les investisseurs chinois se poseront trois questions en 2024, apparemment. Donc, voilà. Les questions de l'immobilier, tout ça, la déflation, voilà, les risques sur le marché chinois. La Chine qui est en grosse difficulté hein, de relance, de croissance. Donc, la grosse question qui se pose, y aura-t-il des mesures de relance? Donc, le pari chinois sera à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont relancer la croissance? C'est toute la question qu'on se pose pour le marché chinois. S'il y a relance, les marchés vont exploser. Il n'y a pas de relance. Donc la relance, c'est le quantitativisme, enfin, l'impression monétaire. C'est-à-dire imprimer de l'argent pour soutenir l'économie. C'est comme ça que ça marche, hein, malheureusement. On est dans un système de Ponzi mondial. C'est comme ça qu'on marche. Et donc, on va voir. Est-ce qu'ils vont relancer la croissance? C'est la question qu'on se pose. Donc, on verra ça. C'est très important, en tout cas, pour la Chine. En tout cas, regardez les actions chinoises qui sont tombées à leur plus bas prix depuis 5 ans. Et donc, qui recherchent toujours du vert. Donc, regardez, ça, c'est l'index 300, les 300 valeurs chinoises. Et ça, c'est le cours moyen qui sombre complètement. Donc, ça crée une opportunité sur le marché chinois. Et le problème, c'est que la Chine n'est pas pour l'instant à relancer son économie, à faire de l'impression monétaire. Donc, pour l'instant, ça sombre. Et pour l'instant, bien sûr, il faut se tenir éloigné parce que la Chine pourrait devenir comme le Japon, finalement. Et avoir des problèmes de déflation voilà, pendant au moins 20 ans. Donc, il faut surveiller ça. Et aussi, c'est les pays émergents qui en sont en train de complètement profiter de la difficulté chinoise. Et là, c'est plutôt les pays émergents qui vont peut-être profiter. Et la Chine qui va rester en difficulté pendant très longtemps, peut-être. Donc, on surveillera ça en 2024. En tout cas, bon, il y a quelques entreprises asiatiques, chinoises, par exemple, comme Shein, qui surperforment. Et là, le chiffre d'affaires de Shein est bien supérieur à 30 milliards de dollars par an, selon le partenaire commercial clé. Donc, Shein qui explose en ce moment. Où là, ça concerne quand même les vêtements, on va dire. Les ventes de vêtements, c'est pas commerce électronique de manière générale. Mais c'est en train de tout exploser, Shein. Et il y a aussi Temu, aussi. Et là, est plus basé sur le commerce en ligne. Des produits électroniques, tout ça. Mais en tout cas, ça marche pas mal. Ouais. Donc, on a quelques pépites, comme TikTok aussi. Donc voilà, on a quelques pépites chinoises. Faut voir. En tout cas, en Corée du Sud, là, Samsung, le géant coréen, qui dit anticiper une chute de 35% de son bénéfice. Donc, c'est énorme. Ouais. Samsung qui est en grosse difficulté, hein, qui se cherche,
voilà, qui est là dans les smartphones, qui est là à essayer de fabriquer des puces semi-conducteurs, mais ils savent pas trop où se tourner vraiment. Et donc l'action qui chute. Après tout ça, apparemment, c'était attendu, hein. Donc Samsung prévient donc que son bénéfice va chuter, ce qui est inférieur aux attentes, hein. Vous voyez, donc les attentes, les analyses prévoyaient encore une plus grosse chute. Donc voilà, c'était attendu, telle chute, et on s'attendait à plus encore. Donc on verra en tout cas comment Samsung va faire. Et donc on va passer aux cryptos. Et le Bitcoin qui s'envole et teste les 47 000 à l'heure actuelle. Donc on va voir ça alors que l'approbation des ETF est imminente. Donc, là, j'ai titré la vidéo J-1 avant l'approbation. Donc là, on y est les amis, hein. J-1, ça pourrait même tomber aujourd'hui. Donc là, à tout moment, c'est une question d'heure. On y est. En tout cas, ça se passe très bien pour le marché des cryptos. Alors, rapidement, je voulais passer cette actualité pour rester en Asie. L'Inde qui exploite le premier pétrole à entrer dans le club mondial des eaux profondes. Donc, l'Inde qui s'y met même au pétrole, hein. Donc, l'Inde, c'est un des pays qui va connaître le plus fort taux de croissance. Donc, il ne faudra pas négliger ça. L'Inde, c'est un gros pari. Moi, je parierais plus sur l'Inde que sur la Chine. Donc, rapidement, c'était juste un petit point. Donc, voilà, on passe aux cryptos. Plus 9%. Enfin, plus en alentours des 10%, 10-15% en moyenne. Donc c'est très bien. Le Bitcoin qui est aux alentours des 46 680, donc qui est voilà, vraiment proche des 47 000. Et ça explose au niveau des cryptos. HNT, Helium, la crypto pour les réseaux télécoms, tout ça qui explose. Écosystème Solana qui explose, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, les cryptos là sont seulement en train de rattraper leurs pertes. Parce que je rappelle que sur la semaine, on reste en territoire négatif, hein. Donc, c'est seulement un rattrapage des cours. Là, ça explose, mais c'est en train de juste de rattraper. Ça n'a pas atteint des nouveaux sommets. Là, on est en train seulement de rattraper les pertes, les grosses pertes de la semaine dernière. Mais ça reste positif. Bitcoin qui est très solide, avec des volumes de 37 milliards. Voilà, très fort. Très fort. On se rapproche des 50 milliards, tout ça. Donc, c'est pas mal. Pas mal. Il y a une forte hype et on va voir tout ça, hein. Donc, voilà, la SEC, donc, qui a actualisé son site web avec les nouveaux formulaires. Donc, les émetteurs voilà, qui ont proposé leur demande d'ETF, de tracker, hein, du Bitcoin sur les marchés financiers, les marchés traditionnels. Donc, on y est, hein. La SEC qui a mis à jour son site, tout ça. Donc, la SEC qui vient de déposer plusieurs commentaires, hein, suggérant des modifications donc, sur les demandes d'ETF Bitcoin. Donc, signe d'un possible délai annoncé mercredi, certainement. Voilà. La SEC qui est là, qui fait ses dernières mises à jour, voilà, qui dépose plusieurs commentaires. Donc ça y est, hein, on est sur la fin. Ça devrait être approuvé d'ici à demain. Vous voyez? Et donc, vous savez, les émetteurs qui se battent au niveau des frais. Et là, on a en l'occurrence Bitwise qui propose les frais les moins forts du marché. Après, on a peut-être Ark Invest et 21 Share qui vont proposer 6 mois de frais gratuits. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, en termes de frais, c'est Bitwise qui sont les moins chers. Voilà, si vous voulez vous exposer à ces trackers sur les marchés traditionnels. Et donc, nous, là, on a le CEO, là, ici, là. Vous le voyez, lui, là, cette personne qui dit que nous savons que les investisseurs en ETF se soucient profondément des frais. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis des frais extrêmement, extrêmement faibles. Bitwise sous-coté tous les ETF Bitcoin Spot avec les frais les plus bas à long terme, à 0,24. Donc voilà, c'est Bitwise qui propose les frais les plus bas. Et donc ça peut faire que les gens vont se délester, hein. Ça pour le Bitcoin, des exchanges qu'on connaît, comme Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, tout ça. Donc, il faudra surveiller ça, si les exchanges vont perdre leur part de marché ou pas. Voilà. En tout cas, Pantera Capital, donc il y a un géant fonds d'investissement, prévoit d'investir 200 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de Bitwise. Vous voyez, Pantera qui est attiré donc par les frais très bas proposés par Bitwise. Donc Bitwise fait bien de baisser ses frais parce que ça attire énormément de capital. Et là, on a un géant fonds qui prévoit d'investir maintenant du coup 200 millions. Donc vous voyez que c'est des gros sous, hein, qui vont arriver sur les marchés. Vous voyez, on parle de plusieurs milliards, hein, entre 50 et 100 milliards, après des analyses, tout ça. Donc, Pantera Capital est le plus important gestionnaire d'actifs spécialisé dans les crypto-monnaies.
au monde avec 4,2 milliards, vous voyez, de dollars d'actifs sous gestion. Vous voyez? Donc ça, c'est un gestionnaire spécialisé dans les actifs, dans les crypto-monnaies. Donc Pantera Capital, ça pourrait devenir, par exemple, le futur BlackRock. Vous voyez? C'est le plus gros fonds, hein, de gestion d'actifs en crypto. Donc là, c'est pas des lol. Hein. C'est pas en train de rigoler ou des choses comme ça. Voilà. Là, on parle de gros fonds. Et là, on a un géant fonds de crypto qui vient s'exposer sur l'ETF de Bitwise. Donc voilà. Après Bitwise, là, on a Van Eck qui est désormais coté maintenant, ça y est, au Depository Trust and Clearing Corporation, donc le le DTCC, pardon. Et donc voilà, sous le ticker HOLD. Vous voyez, ils ont choisi le ticker HOLD, donc qui veut dire conserver en général. Et donc voilà, hein, plusieurs émetteurs, ils sont tous en train d'être enregistrés. Et donc voilà, ils vont tous être approuvés d'ici peu là. Donc là, vous avez Van Eck, vous avez aussi Wisdom Free. Voilà, Wisdom Free qui est un célèbre qui aime proposer et se diversifier avec pas mal d'ETF. Des ETF sur les énergies, le pétrole, sur l'or, sur l'actif en général. Et là, Wisdom Free qui n'oublie pas les cryptos. Il va aussi émettre et proposer un tracker sur le Bitcoin pour exposer les fortunés Bitcoin. Okay. Donc, tout ça, c'est très bien. Voilà. Ici, on a Lawrence Lepard. Donc, voilà, encore une personnalité très respectée dans la finance, tout ça, qui dit que quiconque a 0 en Bitcoin rate vraiment le pari asymétrique que j'ai jamais vu. Là, il est en train de dire, entre guillemets, que ceux qui ne sont pas exposés au Bitcoin font l'erreur de leur vie quasiment. Donc voilà, c'est des anciens, des grosses personnalités de la finance qui déclarent que là, c'est une grosse opportunité, les cryptos. Là, ici, on a l'ancien président de la SEC, donc Jay Clayton, qui a déclaré sur la CNBC, donc voilà, la plus grosse chaîne sur la finance, ou le plus gros site sur la finance mondiale. Donc l'ancien président de la SEC qui dit que l'approbation est inévitable. Donc c'est du sûr. Ouais, là, c'est l'ancien président de la SEC. Hein. Là, actuellement, on a Gary Gensler, et l'ancien dit qu'il n'a plus rien à décider. C'est un grand pas en avant, non seulement pour le Bitcoin, mais pour la finance en général. Vous voyez? Donc l'ancien président de la SEC est plutôt apparemment, Jay Clayton, qui est plutôt favorable à l'approbation du Bitcoin. Vous voyez? Donc très très bien. Et donc voilà, la SEC sous Gary Gensler qui a publié des commentaires supplémentaires sur les formulaires. Voilà, d'autres amendements sont désormais attendus à demain. Donc voilà, il y a quelques commentaires. La SEC, voilà, qui fait ses commentaires par rapport aux demandes, tout ça. Donc on est à l'étape avant l'approbation là. Et donc Gary Gensler, hein, qui est la tête de la SEC, qui est quand même en danger parce que voilà, il y a certains sénateurs qui sont sur ses côtes, on va dire, qui veulent sa tête un peu. Et là, on a Warren Davidson qui a publié un article, un tweet, et qui dit que voilà, Gary Gensler ne protège certainement pas les investisseurs. Son leadership imprudent porte atteinte à l'état de droit et érode la confiance dans le marché financier américain. Donc le Congrès devrait adopter la loi de stabilisation de la SEC et virer Gary Gensler. Donc voilà. Ici, on a ce Twitter, Cryptolo. D'ailleurs, je vais m'abonner, on ne sait jamais. Voilà. Voilà, parle de... Voilà. Qui dit que Gary Gensler ne protège pas les investisseurs. Et nous, on voudrait tous qu'il soit viré. Hein. On verra ça. On voudrait tous qu'il licencie Gary Gensler. Ça ferait énormément de bien. Et ça, c'est un narratif qui peut arriver hein, en 2024. Que Gary Gensler se fasse virer. Ça pourrait faire exploser les cryptos. On verra ça. Maintenant, on va s'attarder au cours. Et on en terminera sur ça. Donc, et le Bitcoin, vous voyez, ça, c'est le Fear and Greed. Puis un peu la peur sur le marché des cryptos et du Bitcoin. Et vous voyez, on est extrêmement bullish là, extrêmement positif concernant le Bitcoin. Donc le sentiment est dans le vert. Donc la confiance est là sur le Bitcoin, tout ça. Donc ça, c'est une très bonne chose. La confiance est forte. Et là, on a Jim Cramer, donc qui est un des showman sur justement la CNBC, la plus grosse chaîne de finance mondiale. Donc Jim Cramer, qui annonce que Bitcoin a trouvé son maximum. Donc Bitcoin apparemment est à son top et ne pourrait pas aller plus haut.
Donc, après avoir été bullish sur BTC la semaine dernière, le pire investisseur de la planète est désormais bearish pour notre plus grand soulagement. Car sachez que cette personne-là, Jim Cramer, est réputé, voilà, pour être, en fait, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Il est réputé pour, dire le contraire, annoncer le contraire des événements qui va se passer. C'est-à-dire que là, là, c'est une très bonne nouvelle, puisque vu que là, il dit que le Bitcoin est à son maximum et qu'il faudrait vendre, bah, on doit faire le contraire, en général. Vous voyez? Parce que lui, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Quand il est pessimiste, eh ben, en général, ça explose. Et quand il est optimiste, en général, ça chute. Vous voyez? Et donc, lui, il a été parodié. Il y a même célèbre tracker, le inverse Kramer, donc faire le contraire de Kramer, qui marche très bien. Il y a même un ETF qui est sorti par rapport en fait, qui parie contrairement à ses déclarations. Donc, dès que il est positif, bah, l'ETF va choisir des choses négatives et vice-versa. Donc, voilà, Jim Cramer. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. Parce que là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit arrêtons de faire des bêtises. Vous voulez du Bitcoin? Achetez Bitcoin, mais je pense que Bitcoin est en train de plafonner. Ouais. Donc, il dit que c'est des bêtises, là, ce qu'on est en train de faire, là, donc d'accumuler du Bitcoin. Donc, en général, s'il dit ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est qu'il faut vraiment se mettre sur le Bitcoin. Parce que, en général, c'est le contraire. Passe là. Donc, très bonne nouvelle. En tout cas, le Bitcoin, lui, explose et a fait une très belle bougie verte hier. Voilà, suite aux dernières nouvelles qu'il y a eu, tout ça. Et très positif. Donc là, voilà. Maintenant, on est en train de stagner aux alentours des 46 000 et quelques. Et donc, voilà, on a cassé une grosse zone de résistance. Là, maintenant, on est aux alentours des 46 000. On verra si on va continuer. On peut aller chercher les 50K. Mais vous voyez que depuis le début de l'année, on est bien monté. Vous voyez que des bougies vertes ici. Donc forcément, on va devoir quand même corriger un petit peu. Je pense qu'après l'approbation, on va aller chercher plus de 50K, voire 55 000 avant de corriger, retracer un petit peu. Vous voyez? Donc moi, c'est ce que je parie, mais on verra. On ne peut pas savoir. Donc regardez. Donc pour moi, là, on est dans une configuration idéale où on va encore casser par la hausse. Je dis ça, il peut se passer le contraire, mais là, la configuration laisse à présager qu'on va exploser. On verra ça. Maintenant, ici, où est-ce qu'on peut, la target qu'on peut aller chercher? Là, il parle d'un plus haut aux alentours des 60 000. Je pense qu'on peut aller chercher les 60 000 si les ETF sont validés. Mais je pense qu'après ça, on sera en surchauffe. Donc, on va surveiller ça. Mais en tout cas, à plus de 50 000, je suis quasiment sûr. Mais si ça se trouve, la nouvelle va être vendue. Une fois que les ETF vont être approuvés, beaucoup ont peur que la nouvelle soit vendue et que ça chute. Mais si ça chute, pour moi, ça ne sera pas grave. Ça sera l'occasion de recharger parce que cette nouvelle des ETF est incroyable. Mais moi, je pense vraiment qu'on va monter, toucher un plafond, autour des peut-être 55, 60 et chuter. On verra ce qui se passera. Donc voilà. Et ici, regardez, très très bullish. En général, quand on est dans la zone jaune là, en général, après, on peut corriger, avoir quelques bougies, mais ensuite, la suite sur plusieurs mois est très très bullish. C'est que des bougies vertes. Et là, on y est aussi. On est au-dessus de cette zone jaune là, dans le croisement, une sorte de golden cross. Ouais. Et en général, ça laisse à présager énormément de bougies vertes sur les prochains mois. Donc, très très bullish pour le Bitcoin. Pour les charts, en tout cas, on est très très bullish. Comme d'hab. Donc voilà, par rapport au Bitcoin. N'oubliez pas, Solana, l'écosystème qui est en train d'exploser. On a vu Helium, il y a Bonk. Et donc, le Bonk, qui est un même coin finalement, sur la rage du Shiba aussi, qui marche très bien et qui surpasse maintenant Shiba Inu. Donc ça à noter. En tout cas, sur le volume sur 24 heures. Donc là, le Bonk, maintenant, est quasiment, en tout cas sur 24 heures, le deuxième même coin le plus populaire, devant Shiba Inu. Donc, est-ce que Bonk va le dépasser? Là, on commence, voilà, vraiment à avoir un nouveau, voilà, outsider. En tout cas, en termes de même coin. Donc, il faut intégrer le Bonk. Maintenant, il a fortement explosé ces derniers mois. Il faut voir maintenant s'il faut faire attention. Et voilà. Est-ce que le Bonk dépassera même Dogecoin? On verra. Dogecoin qui est le grand dominant pour les mêmes coins. Vous avez aussi PP, Wojak, à pas oublier. Toki,
Baby Dogecoin. Donc on verra ça. Mais Bonk à considérer. Donc voilà le top des tendances crypto en ce moment. Donc Sei qui est toujours à la tête et Sei qui a explosé en 24 heures, plus 16% pour Sei Network. Donc je rappelle que Sei est un blockchain de smart contract, une blockchain qui va venir proposer des services sur son réseau et qui est très dans la tendance en ce moment. Que non seulement c'est une des blockchains qui est disent la plus rapide du monde, donc, mais qui est aussi EVM compatible. Donc là, voilà, c'est très à surveiller Sei Network. On va voir. Regardez, hein, vous avez SushiSwap qui est déjà dessus, Axelar, voilà, pour l'interopérabilité. Donc Sei, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Blockchain très rapide, un outsider, donc à avoir dans son portefeuille, en fond de portefeuille. Donc voilà. Sinon, en dehors de ça, vous avez toujours Solana qui est en top des tendances, Bitcoin, tout ça, Bonk. Ouais, vous voyez, Bonk, Stacks. Donc observez toujours les tendances. Hein. Render et tout ça. Donc je vous invite à observer tout ça. Donc voilà, on a fini pour la quotidienne du jour. On se retrouve certainement ce soir pour un live crypto parce qu'on est proche de l'approbation des ETF avec d'autres news. Et voilà, et on va parler crypto certainement ce soir. Sinon, peut-être demain soir, je verrai. Mais j'ai promis ce soir, donc normalement, on se retrouve. Donc voilà, on se retrouve à ce soir normalement. Les gars, force à nous. Hein. Allez, à plus.